L'actualité est marquée par deux sujets d'inquiétude à l'étranger. Évidemment, la guerre d'Ukraine avec ce soir la première réaction de Vladimir Poutine après l'explosion du pont de Crimée. On va y venir dans quelques instants. Et puis en France, la pénurie d'essence qui grandit avec de nouveaux chiffres à l'instant et les craintes énergétiques. De ces deux sujets, nous allons parler avec vous, Monsieur le Ministre. Rebonsoir et merci. Bonsoir. Porte-parole du gouvernement, auteur de Par-delà les vagues chez Robert Laffont. Succès librairie, c'est rarissime chez les hommes ou femmes politiques. Combien d'exemplaires vendus? Merci, quelques milliers pour l'instant. Voilà. Vous rééditez, c'est ça? Oui, il a été réimprimé. On va en parler, mais d'abord l'actualité immédiate, évidemment, c'est la pénurie d'essence. On atteint maintenant ce chiffre qui est quand même très en dessus de ce qu'on pouvait espérer encore ces derniers jours. 30% des stations-service qui sont touchées, c'est bien ça, dans l'ensemble du pays? Oui, 30% des stations qui manquent d'au moins un carburant. Il faut vraiment comprendre qu'à l'échelle du pays, on a de l'essence. Et dans les raffineries et dans les centres de dépôt, on a de l'essence. Donc il n'y a pas de manque d'essence dans notre pays, d'accord, qu'on ne fasse pas de confusion avec le gaz. Mais l'essence ne peut pas sortir de certaines raffineries et de certains centres de dépôt. C'est notamment le cas dans le nord de la France. Et donc, certaines stations essence ne peuvent pas être ravitaillées normalement. Donc l'État intervient, puisqu'on a des stocks stratégiques qu'on est capable de libérer lorsque des stations sont complètement à plat. On a aussi autorisé la circulation des camions-citernes le dimanche. On augmente le nombre de rotations des camions pour que les centres qui ne sont pas bloqués puissent achalander le reste du pays. Avec une limitation quand même de fait, puisqu'on est à 30%, c'est énorme. 30% à l'échelle de la France. Combien à l'échelle de l'Île-de-France, par exemple? À l'Île-de-France, on est environ à la moyenne. C'est dans le nord surtout que c'est plus compliqué, puisqu'on atteint des 45% dans certains départements. Ça s'appelle une crise en bon français. Ça s'appelle une crise, très certainement. Et je me mets à la place des Français qui... Alors, il y a ceux qui ne trouvent pas d'essence dans les stations les plus proches de chez eux. Et donc, ça crée du stress, évidemment. Et puis, il y a les files d'attente, on les voit. Et puis, il y a les Français qui craignent de ne pas en avoir dans des stations qui ont de l'essence. Et donc, il y a des files d'attente devant des stations qui, elles, fonctionnent normalement. La faute à qui? Vous avez un conflit social dur qui a été lancé par la CGT, et la seule CGT, puisque la CFDT n'est pas solidaire du blocage, par exemple, parce qu'ils voulaient qu'il y ait une anticipation des négociations salariales avec Total. Et Total a répondu favorablement, d'ailleurs, puisque les négociations qui devaient avoir lieu en novembre auront lieu ce mois-ci, là, dans les prochains jours, avec déjà des propositions qui sont sur la table de hausse de salaire. Mon opinion personnelle, c'est que les conditions sont réunies qui doivent permettre de cesser ce blocage, de se mettre autour de la table, à l'appel de la CFDT d'ailleurs, pour que le dialogue social puisse reprendre dans de bonnes conditions. Pour l'instant, le dialogue s'est pourtant durci. On voit qu'aujourd'hui même, les groupes pétroliers, aujourd'hui même, la grève a été reconduite, à la fois chez Total Energy et chez ExxonMobil, ce soir, le 9 octobre. Donc pour l'instant, c'est le blocage. Nous avons en tout cas, et c'est par la voix de la Première ministre, elle l'a annoncé elle-même, la situation va s'améliorer pour les automobilistes. Parce que, d'une part, nous importons davantage de carburant, notamment depuis la Belgique, par rapport à la zone du nord de la France, pour pouvoir contourner les centrales qui sont bloquées et permettre d'alimenter les stations essence. Et puis par ailleurs, nous débloquons des stocks stratégiques et de plus en plus partout où c'est nécessaire. Mais pardon, vous pouvez débloquer tant que vous voulez, s'il n'y a pas ensuite les gens pour transporter cette essence, ça n'arrive pas à... Non, c'est les centrales qui sont... L'essence ne peut plus sortir, les carburants ne peuvent plus sortir de certains centres de dépôt et de certaines raffineries. Mais les stocks stratégiques ne sont pas touchés. Donc ça veut dire qu'il y a des norias de camions qui sont organisés pour pouvoir aller suppléer le carburant qui ne peut plus sortir de ces centrales. Mais encore une fois, il faut que le blocage s'arrête. Il faut que la CGT puisse entendre que des gestes ont été faits et que l'ouverture du dialogue social doit primer désormais, parce que là, ce sont l'ensemble des Français qui sont pénalisés. On parle d'un service de base vraiment à la population. Est-ce que des réquisitions sont possibles? C'est-à-dire qu'à l'étage au-dessus, est-ce que l'État peut réquisitionner? Alors, la difficulté, c'est qu'il y a un droit constitutionnel qui s'appelle le droit de grève, et qui est très bien, qui est utile dans notre pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut abuser du droit de grève. Mais ça veut dire que si nous devions procéder à des réquisitions, alors ça a déjà été le cas par le passé, dans les situations de très gros blocages de très longue durée, où il n'y avait pas d'alternative, si on était pragmatique, dans tous les cas de figure, même si vous débloquez la sortie de carburant des centrales, il faut que les salariés qui sont aujourd'hui grévistes se remettent au travail. Or, vous savez que la réquisition peut être contournée par des arrêts maladie, etc. Donc, nous ne souhaitons pas aujourd'hui peut-être prendre des décisions qui pourraient, à l'inverse de ce que nous souhaitons, aggraver la situation. Mais quelle est la limite ? Nous appelons la responsabilité de chacun. Quelle est la limite ? On est là à 30% des stations concernées. La limite, c'est quoi ? Quand on atteint 40, 50%... Ce qu'a dit la Première ministre aujourd'hui, c'est que la situation, de fait, va s'améliorer dans les tout prochains jours. C'est un vœu pieux pour l'instant. Non, c'est pas un vœu pieux, c'est parce que nous tenons compte justement de notre capacité de contourner les centres et les dépôts qui sont actuellement bloqués, d'une part par l'étranger, d'autre part par les stocks stratégiques. Et ensuite,
que vraiment, parce que vous voyez là sur les images qu'il y a sur votre écran, on voit, et encore une fois, je le comprends parfaitement, c'est humain, mais on voit des files d'attente interminables devant des stations qui fonctionnent normalement. C'est-à-dire qu'elles ont suffisamment d'essence. Il y en a qui sont fermées parce qu'elles n'ont plus d'essence. Alors, il y a les fermées, qui fonctionnent normalement. Qui n'ont pas tous les produits. Quand même, il y a toutes celles qui n'ont pas tous les produits. 30%, c'est pas les stations qui sont fermées. C'est les stations qui viennent à manquer dans la journée d'au moins un carburant. Donc certaines stations n'offrent plus de diesel, mais offrent encore du sans-plomb, etc. Donc ça, c'est un point. Et puis, on commence à voir arriver aussi des images de gens qui font des stocks dans des jerrycans. Tout ça doit être évité parce que nous ne sommes pas dans une situation où nous n'aurions plus de carburant sur le territoire national. Voilà, c'est vraiment le transport des dépôts vers les stations. On entend des gens qui disent sur un service aussi essentiel, on peut restreindre le droit de grève, on peut le relativiser. Est-ce que vous le pensez ? C'est la question du service minimum qu'on peut faire lorsqu'il s'agit d'un service public. Vous le savez, depuis la loi sur le service minimum, on ne peut pas bloquer tous les trains, on ne peut pas bloquer tous les cars, on ne peut pas fermer toutes les écoles. Il y a des permanences qui sont organisées. Là, il s'agit d'entreprises privées. Donc la réflexion... Avec un intérêt public, on est là à la limite. Avec un intérêt public, c'est pour ça que nous avons d'ailleurs des stocks stratégiques, des stocks d'État, en plus de ce que les entreprises sont capables d'organiser. Mais je vous le dis, vraiment, la solution, là, c'est dans le dialogue social. Et je trouve que... je considère, et je ne suis pas le seul, la CFDT le considère, encore une fois, que les conditions sont réunies. Est-ce que ça vous inquiète ? Il y a le précédent comme des gilets jaunes. C'est un spectre terrible du premier quinquennat. Non, mais c'est deux choses qui sont totalement différentes. À l'arrivée, pas tout à fait. On parle toujours du problème pétrolier pour les Français. Oui, mais là, ce n'est pas un problème ni pour le coup de prix, puisqu'il y a la ristourne gouvernementale, il y a la ristourne aussi dans les stations Total Énergie, qui fait d'ailleurs que le prix de l'essence en France à la pompe est beaucoup plus bas que dans le reste de l'Europe. Donc, ce qui montre bien l'interventionnisme de l'État, en l'occurrence, pour garantir à chaque Français la possibilité de se déplacer. C'est absolument indispensable quand on emmène ses enfants à l'école, qu'on va chez le médecin ou qu'on va travailler. Est-ce que Total doit faire un effort ? Total ne fait pas pleurer dans les chaumières. Il faut quand même rappeler le bénéfice qui s'est établi à 5,7 milliards de dollars le dernier. Ils font monter leurs bénéfices. Et Total, probablement, peut faire un effort. Et Total a déjà fait un effort. Alors, ils ont déjà annoncé une hausse de 3,5% des salaires. Et là, ils viennent d'accepter, d'anticiper d'un mois. Il faut vraiment comprendre les choses. Vous pouvez faire une grève parce que vous dites, dans une entreprise, je veux qu'on parle des salaires et qu'on mette les choses sur la table. Et l'entreprise vous répond, nous, on ne veut pas en discuter, il n'y aura pas de hausse de salaire. Là, vous avez le classique conflit social avec la grève. Dans le cas qui nous occupe là, il y avait une négociation salariale qui était prévue pour novembre, et la grève visait à anticiper les conclusions d'une négociation sociale sur les salaires qui n'avait pas encore commencé. Donc le geste qui a été fait par Total, c'est de dire, on va ouvrir maintenant ces discussions sur les salaires, et donc ça veut dire qu'on va bouger. Quand vous ouvrez une discussion sur les salaires, ça veut dire que vous allez bouger. Donc une fois que vous avez annoncé cela, que vous fassiez encore face à une grève dure avec des blocages, c'est pas forcément entendable, vous voyez ? Tout ça s'ajoute à un climat général d'inquiétude. Vous l'avez dit vous-même, là on ne parle pas seulement de l'essence, mais du gaz, avec là un risque réellement de pénurie générale. Où est-ce qu'on en est simplement dans les réserves aujourd'hui ? 100%. 100% de quoi ? On a fait 100% des réserves que nous faisons habituellement sur une année de gaz, qui représente un peu moins d'un tiers de la consommation nécessaire pour tenir dans notre pays. Ça, pardon, il faut bien le souligner parce que c'est un peu, il y a un petit côté méthode couille. Et chaque fois que le gouvernement dit 100%, on dit ah bon, 100%, c'est 100% seulement de ce qu'on peut mettre en réserve. C'est pas du tout 100% de l'hiver. Tout à fait, c'est 100% de ce que nous sommes capables de mettre en réserve et nous avons atteint ces 100% par anticipation, ce qui a montré aussi la capacité de la France de contourner le blocage du gaz russe et faire appel à des livraisons de ce qu'on appelle le GNL, qu'on transforme dans des méthaniseurs pour ensuite alimenter non seulement la France mais une partie de l'Europe. Ça veut dire qu'on est à 100% de ce qu'on peut mettre en cuve, si j'ose dire, et après c'est quoi ? C'est l'inconnu ? Mais non, ça veut dire que non, nous avons des sources d'approvisionnement extérieures. C'est par ce que je vous disais, c'est par ces approvisionnements extérieurs que nous avons été capables de remplir nos cuves. Et donc, à mesure que nous allons utiliser le gaz que nous utilisons, eh bien, nous allons continuer de nous faire livrer du GNL ou d'autres sources de gaz. Le facteur météo, le fait que l'hiver soit froid ou moins froid, ça va compter. Oui, ça va compter, puisque si vous avez un hiver froid, vous consommez plus d'énergie. Ça, oui. je veux dire, il y a le risque, par exemple, de coupure pour certaines entreprises, le risque que des entreprises diminuent, par exemple, leur temps utile de travail, il existe. Ce que nous voulons éviter, ce sont les coupures subies. Et c'est pour ça que nous appelons à la sobriété choisie. Ça veut dire qu'il tient à chacun d'entre nous, à commencer par l'État. Vous avez vu le plan qui a été présenté par le gouvernement cette semaine, qui est ambitieux. On va baisser le chauffage dans les bâtiments de l'État, on va en fermer certains, on va faciliter le télétravail, on va baisser la vitesse sur les autoroutes pour les voitures de service quand il n'y a pas des déplacements qui sont urgents. Ensuite, l'effort, il porte aussi sur les entreprises. Chacune va se doter d'un plan sobriété pour réduire les consommations.
Parfois, l'État prend ses responsabilités. Nous avons signé un décret important cette semaine qui interdit désormais l'allumage des enseignes lumineuses et des panneaux publicitaires la nuit, entre 1h et 6h du matin. Le bonus au covoiturage. C'est quand même 20% de la consommation liée à ces enseignes. Clément Beaune en parlait sur notre antenne, le bonus au covoiturage. Il y aura un bonus aussi au covoiturage pour les Français. Eh bien, c'est en cours de discussion, mais le principe, c'est que si des Français s'inscrivent sur une plateforme de covoiturage à compter du 1er janvier 2023, ils auront un coup de pouce de la part des pouvoirs publics. Financier. Donc on incite au bon comportement. Ce qu'on ne veut pas, c'est dire aux Français, il faut changer complètement votre mode de vie. C'est pas la question. Ce que nous disons aux Français, et il y aura une campagne importante qui va démarrer cette semaine, de gestes de sobriété, chaque geste compte, c'est que si vous baissez un peu, par exemple, votre chauffe-eau, vous ne verrez pas la différence. Et vous aurez une facture d'énergie qui va baisser, et ce sera aussi bon pour nos réserves. Les emmerdes volent en escadrille, comme disait le philosophe Jacques Chirac. Alors, c'est l'apparition d'Édouard Philippe, un peu en donneur de leçons, on perd la rigueur dans cette dernière interview, qui fait beaucoup de bruit. On va lire quelques-unes de ces déclarations qui sont un peu adressées à vous le gouvernement. Alors, c'est un peu le père la rigueur sur les retraites, sur la dette, sur l'endettement, sur les risques pris par le budget de l'État. Tous ceux qui oublient qu'en ne maîtrisant pas nos défenses, on s'expose à des risques graves, ne me paraissent pas servir le pays. Et je ne dis pas ça pour faire la leçon, ça c'est quand on fait la leçon d'habitude qu'on dit ça, c'est évidemment le contraire. Je me souviens de ceux qui disaient l'année dernière que la dette publique ce n'était pas grave car les taux d'intérêt étaient négatifs. Aujourd'hui les taux sont à 2,5 et la charge de la dette sera cette année supérieure à 50 milliards. C'est plus que le budget de la défense et de la justice réunis. Est-ce que vous partagez ce constat ? Ce que je peux vous dire, c'est que le budget qui va être défendu au Parlement à partir de cette semaine, il a été adopté en commission à la fin de la semaine dernière par Bruno Le Maire et par Gabriel Attal, est un budget qui va nous permettre de réduire les déficits, de réduire la dette avec un objectif qui est très clair. On sera en dessous des 3% à l'horizon 2027. Ça veut dire qu'il a fallu faire des choix de réduire la dépense publique partout où on le pouvait. Et en même temps, faire des choix, c'est aussi accepter que nous avons besoin de dépenser plus pour la santé, plus pour la sécurité des Français, davantage pour la justice. Et l'autre choix important que nous faisons, c'est non seulement nous n'augmentons pas les impôts et la dette, mais nous réduisons les impôts des entreprises et des Français. On n'en parle pas beaucoup, mais dans le budget qui va être adopté au Parlement, on indexe le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, ce qui veut dire qu'on va baisser de 6,5 milliards les impôts pour les Français, et notamment les Français qui travaillent. Les retraites, c'est l'autre chapitre de la leçon de rigueur d'Édouard Philippe. J'ai toujours dit qu'il faudrait considérer qu'il fallait bouger sur les retraites, bouger beaucoup. L'Allemagne et l'Italie ont choisi 67 ans. Je ne sais pas par quel miracle de l'esprit on pourrait être dans une situation radicalement différente de celle de nos voisins. Est-ce que là aussi vous partagez le constat ? La réforme, et nous partageons l'esprit, et je sais qu'Édouard Philippe partage l'esprit avec nous. C'est plus qu'un esprit, là, il y a 67 ans. Nous sommes sur un juste partage de l'effort. C'est-à-dire que nous allons demander à l'ensemble des Français qui le peuvent. On va évidemment traiter de façon différente les personnes qui sont en invalidité ou les carrières hachées, les carrières longues. Tout ça fait partie des négociations en cours avec les partenaires sociaux. Nous demandons aux Français de travailler un petit peu plus longtemps pour équilibrer notre système de retraite. Mais pardon, et nous savons, mais je vous réponds factuellement. Juste pour rester sur les 67 ans, parce qu'évidemment, c'est le chiffre qui... Là, il y a une comparaison très nette. Il dit en gros, on n'est pas différent, on n'est pas sur Mars. On est comme les Allemands ou les Italiens. Est-ce qu'effectivement, on est dans la même logique, 67 ans à terme, que les Allemands et les Italiens? Mais vous savez, le système de retraite, il est financé par le nombre d'années de cotisation et le montant des cotisations. Nous ne voulons pas augmenter les cotisations des Français. Et donc ça veut dire qu'on ne veut pas augmenter les impôts. Et on ne veut pas réduire les pensions de retraite, donc on sait qu'il faut travailler un peu plus longtemps. Ce que nous disent les instituts, le Conseil des retraites par exemple, c'est que si nous ne travaillons pas un petit peu plus longtemps, nous allons avoir un déficit qui va se creuser de plus de 10 milliards par an très vite. Et donc la réforme qui est sur la table, celle qui consiste à travailler 4 mois par an de plus, jusqu'à 2031 atteindre éventuellement les 65 ans, c'est une réforme qui nous permet d'équilibrer ce système des retraites. Nous ne voulons pas faire du bénéfice sur les retraites. Nous voulons qu'il soit équilibré. Est-ce que vous faites un lien avec la situation internationale quand on voit la Chine, la puissance chinoise qui monte, les BRICS qui se manifestent tellement depuis le début de la crise, on voit à quel point toutes les puissances se rééquilibrent. Est-ce qu'il faudra en gros travailler plus aussi pour ça? Il faut qu'on soit capable de travailler plus, je vous le redis, d'abord pour équilibrer, parce que c'est normal et c'est très sain. C'est d'ailleurs l'esprit du Conseil national de la résistance qui a créé ce système. Ensuite, parce que nous voulons favoriser le travail, il faut vraiment faire le lien entre cette réforme des retraites et le plein emploi, qui est l'objectif que nous tenons. C'est-à-dire que nous voulons, par exemple, améliorer la formation continue des seniors, améliorer le maintien dans l'emploi, faire des retraites progressives, le cumul emploi-retraite, pour que chacun puisse avoir une place dans ce monde du travail. On n'est pas dans une logique de concurrence vis-à-vis des BRICS. On pourrait discuter longtemps de la Chine, qui est en grande difficulté économique à cause du Covid et sa stratégie zéro Covid, qui aujourd'hui l'empêche de s'ouvrir. Elle est encore extrêmement fermée, c'est un point de vigilance. Non, par contre, on a un équilibre européen
qu'on considère qu'en France, c'est factuel, on travaille moins longtemps que la plupart de nos voisins européens et que cela n'est pas un avantage compétitif, c'est le moins qu'on puisse dire, ça c'est un argument qui est recevable. Tout ça compose une rentrée sociale vive, disons. 16 octobre, la marche. Jean-Luc Mélenchon, il a mis la barre haut en termes de discussion quand il compare au 5 octobre, la marche des femmes sur Versailles, où, disait-il, on va chercher la reine, le roi et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Comment est-ce que vous avez reçu ce tweet ? Comme un coup de pub, du buzz, la volonté de faire de la mousse. L'avantage d'être dans l'outrance permanente comme les Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on fait parler de lui. Parce que finalement, cette manifestation, aucun syndicat n'a appelé à manifester. Il est tout seul. Et même au sein de la NUPES, quand on voit les réactions des uns et des autres, on voit que côté socialiste et écologiste, ils sont un peu divisés, un peu en retrait. Et d'ailleurs, le mot est faible, donc c'est Mélenchon contre tout le monde. Je vous rappelle que cette manif, il l'avait annoncé il y a 3 mois, quand il a perdu les législatives et qu'il s'est rendu compte qu'il ne serait pas Premier ministre. C'est-à-dire qu'il l'a quand même annoncé 3 mois avant qu'on présente nous-mêmes le projet de budget contre lequel il appelait à manifester. Enfin, pardon, en termes de fonctionnement, et cependant, c'est quand même assez inhabituel. Pas habituel de la part de Mélenchon, mais en termes inhabituel oratoires, en termes de présence, en termes de résultats, la gauche. Il est la tête de la gauche, que vous le vouliez ou non. Mais je ne sais pas ce que c'est que vous appelez la gauche aujourd'hui, la gauche lambertiste de Mélenchon, qui ne s'inscrit pas dans l'économie de marché, qui est altermondialiste, cette gauche qui fait des alliances contre nature avec la Russie de M. Poutine, ou avec certaines démocraties que je mets entre guillemets. En quoi précisément vous considérez qu'il est allié de Vladimir Poutine ? Il a toujours été extrêmement sympathique avec M. Poutine et regardez les prises de position qui ont été les siennes. On l'entend moins sur le sujet depuis que Poutine s'est révélé être ce qu'il était, et ce que nous disions qu'il était. Donc ça, c'est pas la position de la gauche française, c'est la position de M. Mélenchon. Il a drainé à lui, avec ses élections, une partie de la gauche qui ne trouvait pas d'autres leaderships constitués. Mais moi, je crois en la social-démocratie, et il y a de la place pour la social-démocratie dans notre pays. La social-démocratie, c'est s'inscrire dans l'économie de marché, mais réduire les inégalités. Olivier Véran, votre livre, alors il y a un côté confession sur cette crise du Covid qui restera dans nos vies comme quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est plein de détails très personnels. Il y a votre salaire, je crois, 6 500 €, c'est ça ? Oui, après impôt. Voilà. Vous savez, c'est la première question qu'on me pose généralement quand je demande d'argent. Est-ce que vous avez une question à me poser ? Combien vous gagnez ? Bon, je le dis. Voilà, c'est pas ça le livre. Et évidemment, c'est aussi des réflexions beaucoup plus profondes sur ce que nous avons traversé, sur notre vision de la médecine, sur les doutes de la médecine. Est-ce qu'on est dans un constat général de doute ? On voit à quel point, sur les vaccins, il y a un doute général, l'idée même de progrès qui est mise en cause. Je ne sais pas si c'est l'idée même de progrès, mais ce qui est sûr, c'est que 2 paroles qui ne devraient pas se valoir, désormais se valent. Et qu'il y a un côté vu à la télé, vous invitez sur un plateau télé quelqu'un qui va écrire n'importe quoi, il va acquérir une forme de notoriété, de respectabilité. Et les médias sociaux, les réseaux sociaux participent de ce mouvement qui consiste à valoriser des prises de parole et des positions. C'est pour ça que dans ce livre, c'est vrai, c'est un récit de la crise, c'est un récit tel que je l'ai vécu, de l'intérieur, avec c'est pas un livre politique au sens où c'est vraiment une succession de scènes, de scénettes, de moments qui ont été marquants. De déprime, il y a des moments de déprime. Mais parce que c'est vivant, enfin, c'est humain, c'est de la transparence. Je donne à voir aux Français que ça intéresse ce qu'ils n'ont pas pu percevoir de la manière dont les décisions ont été prises et de la manière dont les choses se sont déroulées. Donc c'est assez piquant, c'est cash. C'est vrai qu'on me dit souvent, vous avez fait un livre cash pour un ministre qui est en fonction. Moi, j'estime que la transparence, c'est plutôt faire de la bonne politique. Est-ce que vous avez eu peur ? Vous racontez la scène quand vous arrivez en Italie et tout à coup vous voyez le moment où on ferme la Lombardie, quelque chose qui bascule depuis 100 ans au moins on n'avait pas vu ça. Est-ce que vous avez eu peur ? Je ne sais pas si j'ai eu peur, j'ai eu un moment d'effroi. Ça fait une semaine que je suis ministre et j'arrive à Rome, puisque l'Italie, effectivement, vient de fermer la Lombardie. L'aéroport de Rome est quasiment désert. Les gens sont distants les uns des autres. Moi, j'aime beaucoup cette ville, qui est une ville très vivante, italienne. Et là, je vois quelque chose. On a l'impression qu'on est de la nuit de dimanche à lundi, tellement il n'y a personne dans les rues. Je vois mon homologue italien qui n'a pas dormi depuis 48 heures, qui a des cernes, qui est à vif. Et moi, je suis entouré de quelques ministres européens de la Santé. On ne comprend pas ce qui se passe. Il vient de fermer des écoles. Il vient de fermer des commerces, mais sur quelle base ? Et pour les rouvrir quand ? Donc on arrive là dans l'incompréhension en se disant jamais ça n'arrivera chez nous. Jamais ça n'arrivera chez nous. Et ce que je raconte cette scène dans le bouquin, c'est que pile pendant qu'on est en train de discuter avec lui, les téléphones commencent à sonner, les Allemands apprennent qu'ils ont des cas de Covid, l'Autrichien apprend qu'il a des cas de Covid, le ministre suisse apprend qu'il a des cas de Covid, et on se rend compte qu'en fait, c'est parti. Le mea culpa, il y en a quelques-uns, sur les masques. Qu'est-ce que ça révèle de la France ? Qu'on soit allé si loin dans l'absurde, des scènes quand même, on ne va pas les rejouer ici, tout le monde les a en mémoire, où la porte-parole du gouvernement, celle qui était avant vous, dit les Français, on ne va pas leur donner des masques, ils ne sauraient pas comment les utiliser. Ça paraît un degré d'infantilisation inouï.
savez, vous avez des recommandations scientifiques. Ah. Et vous avez en face de vous, parce que là, on est politique, on prend des décisions, on les assume, et on s'excuse. En l'occurrence, je trouve que c'est plutôt sain quand la décision qu'on a prise n'était pas forcément la meilleure. Vous êtes face à des scientifiques, des médecins, des gens très honorables, qui vous expliquent, voilà, l'intérêt d'un masque par rapport au Covid aujourd'hui, il n'est pas démontré, on pense même plutôt que c'est pas utile. Bon. Et quand bien même le masque serait utile, encore faudrait-il pouvoir le porter, puisque si vous le portez mal, etc. Donc, tout le rôle du politique, ensuite, c'est de traduire cette parole-là et d'essayer d'expliquer une décision. Alors, parfois, on le fait avec plus ou moins de succès, mais est-ce que c'est pas un vieux fond, je jetterai jamais la pierre à quelqu'un comme Sivette qui a fait un job dans des conditions c'est pas cette personne difficiles. en particulier. Est-ce que c'est pas un vieux fond d'infantilisation français ou tellement vertical où on considère qu'il y a ceux qui savent et puis dès qu'on descend, c'est le peuple? Je sais qu'il y a un mot qu'on a viré de notre vocabulaire politique, c'est le mot pédagogie, parce que ça énerve les gens, et de fait, ça énerve les gens. Après, moi, vous savez, aujourd'hui, je suis porte-parole. Je dois être capable d'expliquer, de donner ce que j'appelle une information claire, loyale, appropriée, sur des sujets qui peuvent être compliqués. J'ai vu le patron de l'IRSN pour comprendre quels étaient les risques inhérents aux frappes sur la centrale de Zaporijjia. Bon, j'espère ne jamais être tenu de vous donner ces explications-là, ce serait pas bon signe, mais donc il faut qu'on soit aussi capable de vulgariser, donc de s'approprier des choses. On manie beaucoup de concepts, et dans l'épidémie que nous avons connue, il y avait de la peur collective, il y avait une part d'inconnu monumentale, et donc chaque chapitre, vous voyez d'ailleurs qu'on commence à apprendre des choses, qu'on a des informations supplémentaires, parfois des fausses pistes, parfois des bonnes. Ce soir, Vladimir Poutine, puisque vous y venez de vous-même, déclare, c'est la première réaction après l'explosion sur le pont de Crimée, il dit deux choses, il accuse les services ukrainien et il parle d'un acte terroriste. Un acte terroriste, les auteurs, les exécutants et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens. Tout le monde se demande ce soir comment il va réagir. Est-ce que, à l'échelle du gouvernement dont vous êtes porte-parole, on a évoqué le risque nucléaire? Alors d'abord, moi j'ai pas de parole gouvernementale à exprimer s'agissant de l'explosion de ce pont, puisque nous n'avons pas à en connaître, en tout cas nous ne savons pas quels ont été les auteurs de cette explosion. Est-ce que c'était une bonne nouvelle pour vous? Moi, nous, vous savez, la bonne nouvelle, c'est quand le conflit s'arrêtera, quand l'Ukraine aura retrouvé la paix, et quand vous n'aurez plus de bombardements qui créent beaucoup de dégâts humains et matériels dans un pays voisin et frère. Donc nous, on lutte aux côtés de tous ceux qui prônent la paix. Sur le principe, pardon quand même, parce qu'on sent que c'est ça le nœud de l'affaire, est-ce que oui ou non, les Ukrainiens peuvent et doivent récupérer la Crimée comprise? Ça fait partie des discussions diplomatiques qui ont cours. Nous sommes pour le respect. Très prudent, pardon. Vous savez, ça j'aurais pu, je peux faire porte-parole aussi à votre place. Si pour vous dire savez ça. Sur les questions diplomatiques, c'est pas simple. Ah oui, je vais bien croire. Parce que quand vous êtes porte-parole, chaque mot que vous pouvez tenir, il engage le gouvernement. Donc vous faites attention. Oui, il faut apprendre à faire attention. Oui. Mais là, être prudent à ce point, évidemment, mettez-vous à la place des Ukrainiens. Si les alliés des Français, si les alliés français en 39-45, on leur aurait dit, les Français sont en train de récupérer un peu l'Alsace et la Lorraine, et puis les alliés auraient dit, je vais être prudent, il n'y a pas de parole définie sur ce point, ils l'auraient senti mal. C'est pas ce que je vous dis, Darius Rochman. Ce que je vous dis, c'est que factuellement, qui a prononcé des sanctions économiques fortes contre la Russie? C'est nous. Quel est le président de la République qui, en tribune de l'ONU, a eu le discours le plus fort? Certainement le président français Emmanuel Macron, qui est en contact permanent avec les uns et les autres pour maintenir un canal diplomatique. C'est à nouveau le président de la République française, Emmanuel Macron. Donc, on ne peut pas nous soupçonner de ne pas avoir choisi le camp qui est le nôtre, c'est-à-dire le camp de la paix. Et donc, ça va avec le respect de l'intégrité territoriale d'un pays lorsqu'il est attaqué. Donc, nous sommes très clair sur cette position. Monsieur le ministre, je recommande votre livre, je me permets de dire, parce que c'est un très bon livre, surprenant, La méditation. On apprend que le ministre porte-parole médite. Comment est-ce que médite Olivier Véran? Avec Petit Bambou, je leur fais de la pub. Petit Bambou une petite application que vous avez sur votre smartphone, 10-15 minutes. Ouais, quand la pression était forte, c'était... Donc vous allez sur Petit Bambou, puis qu'est-ce qui se passe sur Petit Bambou? Et puis ensuite, vous avez quelqu'un qui vous parle et qui vous apprend à respirer calmement. Vous avez une voix qui vous parle, qui vous dit quoi? Qui vous dit de respirer calmement, de vous concentrer sur la respiration. Et ça fait du bien. Je vous assure quand vous êtes dans le feu de la crise. Bon, chaque jour, Petit Bambou. Mais ce livre, c'est surtout vraiment des scènes vécues qui parleront aux Français parce que voilà, j'ai vraiment voulu leur ouvrir les coulisses, des choses qu'ils ne pouvaient pas voir par eux-mêmes. Quand vous étiez jeune médecin, jeune neurologue, à l'époque, de gauche. Oui. Pourquoi à l'époque? Vous l'êtes encore? J'ai pas entendu la réponse. On ne se refait pas. Vous imaginiez un tel destin? Non, mais j'ai toujours une doctrine, c'est celle de Pasteur. Le hasard favorise les esprits préparés. Donc quand on y croit, on se prépare. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.